Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande émission. Je suis ravie de terminer cette semaine en votre compagnie. Si Mathieu Desnains écrivait son CV, il mettrait dans la case « Expérience à visiter 47 pays ». S'est offert un face-à-face avec un ours, a échappé à la prison et a partagé sa vie avec des indigènes. Drôle de CV, me direz-vous. Oui, mais Mathieu Desnains n'est pas comme vous et moi. Lui, son truc, c'est d'aller voir ailleurs, d'aller voir loin, quitte à prendre des chemins de traverse. Chemins de traverse qu'il arpente depuis 8 ans avec son appareil photo, mais qui le font toujours revenir à Saint-Révérend, en Vendée, sorte de port d'attache pour mieux repartir. Alors, qu'est-ce qui pousse Mathieu, ou plutôt qu'est-ce qui l'attire à aller à la rencontre de l'autre? Que retient-il de ses voyages? Eh bien, ce sont ces quelques questions et tant d'autres que nous allons essayer de lui poser, puisqu'il est notre invité sur le plateau de la grande émission. Mais avant de le saluer, je salue mes comparses du vendredi, qui eux restent ici, dorment ici aussi. Ils ont une petite paillasse qu'on met après l'émission pour qu'ils fassent un petit dodo, c'est Aurélie et Laurent. Bonjour Adèle. Ça va bien Aurélie? Mais ça va. Laurent, il dit plus rien parce que de toute façon, il est consterné Adèle, par ces... Vous êtes mon port d'attache. J'essaye de partir loin, mais à chaque fois, j'ai envie de revenir. Mais je sais, ça voilà. c'est les odeurs fortes, ça. C'est ça. Vous êtes attiré par les odeurs fortes. Aurélie, parlons sérieusement. Parlons sérieusement, un petit peu. Oui, web, on va parler de quoi? On va parler de web et je vais vous présenter du coup 2 artistes féminines qui vont nous faire aussi un petit peu voyager. Bah, très bien. Donc voilà, c'est vraiment 2 sites et 2 univers à découvrir. C'est très coloré. Donc, comme les photos de Mathieu. On va en voilà, parler exactement. Et puis je d'ici suis ravie d'être là parce que moi, vous savez que tout ce qui est blog voyage, c'est un petit peu mon péché mignon. Donc je suis ravie d'être avec vous. On va en parler avec Mathieu tout à l'heure. Laurent, pardon, avant que je perde Nous ma voix. aussi, on va voyager dans le monde du rock'n'roll. Ouais. Avec Matt Bastard, l'ancien chanteur de Skip the Use. Ah, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Matt Bastard, qui est un voyageur puisqu'il vit à Los Angeles. Donc c'est un voyageur également. Et puis on parlera également, et vous verrez, il y a un lien d'un groupe qui s'appelle The No Face. Alors je connais pas du tout. Et ben je vous expliquerai qui ils sont. Malgré le fait que vous allez voir qu'ils ont des masques et qu'on ne voit pas leur visage. Oh, bah c'est des sortes de Daft Punk, quoi. C'est des sortes de Daft Punk, mais beaucoup plus rock'n'roll. Ouais, c'est un raccourci, ce que je viens de faire. Et puis on se verra en fin d'émission. C'est pas vrai. En troisième partie. Qu'est-ce qu'on va faire? On se verra. On va parler des... on se verra, hein, et on parlera des concerts, de l'agenda des concerts dans la région. Oui, d'accord. Avant les festivals qui vont bientôt arriver. Exactement. Merci Laurent. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission Mathieu Desnains. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Merci de l'avoir accepté parce que je sais que vous êtes très discret. Ça fait 8 ans que vous voyagez. Et en fait, je l'ai harcelé au téléphone pour dire il faut que vous veniez dans la grande émission parce que le portrait est quand même très joli. Mathieu, vous êtes... Alors, c'est difficile de vous qualifier parce que vous voyagez depuis 8 ans. Mm-hmm. Alors, vous êtes quoi? Vous considérez quoi? Voyageur, photographe, aventurier, globetrotter, on va voir, curieux, citoyen du monde, reporter, tout ça en même temps que... Curieux, oui. Curieux de voir ce qui se passe ailleurs. Ailleurs qu'ici. Ouais. Dans d'autres pays. Oui, ouais. Donc je dis, sur votre CV, vous avez 47 pays, c'est ça? Oui. Au compteur? Au compteur, ouais. Après, le chiffre importe peu, je crois. C'est les rencontres? Ouais, c'est surtout ça, et c'est surtout de s'enrichir de tout ce qui peut se passer, en fait. De se nourrir quand on est dans un pays, c'est l'enrichissement que ça peut apporter en fait. Après qu'il y en ait 20, qu'il y en ait 15 ou 100, peu importe en fait. C'est vraiment de s'émerveiller de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut se nourrir. Alors, on va parler un peu de votre enfance sans rentrer non plus dans l'intimité, dans les détails. Vous êtes, entre guillemets, basé à Saint-Révérend, c'est à côté de Couex. Oui, ma famille, mes parents. Ouais. Vos parents sont... donc vous passez votre enfance en Vendée? Oui. À l'école? Oui. Je suis né à Challans, j'ai fait toute mon adolescence à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Et après, mes parents ont déménagé, on va dire, dans les terres vendéennes, à Saint-Révérend. En campagne? Ouais, en campagne. En campagne. Vous étiez comment, petit? Turbulent. Agité. Ouais. Agité? Ouais. C'est-à-dire j'étais un petit peu dans le conflit, on va dire. Cherchais toujours à faire l'inverse de ce qu'on me disait de faire. J'avais besoin d'être confronté aux difficultés. Je me mettais tout seul, des fois, un petit peu dans la panade, on va dire. Et voilà, j'avais besoin, je sais pas, j'étais très turbulent, agité. Il fallait, quand on me disait sois sage, j'étais pas sage. Je travaillais bien à l'école, je travaillais pas bien à l'école. Donc c'était un problème avec l'autorité ou c'est le fait de ne pas se donner de barrières? Qu'on vous ait donné un peu un espèce de carcan comme ça? C'est vrai que l'enfance, c'est un peu l'école de la frustration, hein, on est d'accord. J'étais toujours dans le fond de la classe, par exemple, à regarder ce qui se passait dehors parce que j'ai toujours eu cette image de me dire qu'il y avait autre chose plus loin, en fait. Et que ça m'intéressait pas, en fait. Ça m'intéressait pas de suivre des cours
C'est important, je pense que c'est important de suivre des cours, mais très tôt, j'ai vite compris que je me sentais mieux dehors, je me sentais mieux à vouloir aller arpenter les chemins de traverse, etc. En fait, aller découvrir autre chose. Donc j'étais très agité et je me trouvais pas mon compte en fait. Vos parents, ce sont des voyageurs à la base ou... Non, pas trop. Ma mère a pris goût, commence à prendre goût à barouder. Elle s'en va Depuis que vous baroudez aussi ? Ouais. Depuis, j'aurais passé un petit peu le relais, on va dire. On a dans ma famille mon oncle qui a voyagé pendant pas moins de 20 ans. Lui a été un gros baroudeur aussi. Donc je pense que ça fait partie du cercle familial, mais pas plus que ça. Ce qui est marrant, c'est que vous dites je lui ai transmis ça à votre maman, alors que d'habitude c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt les parents qui transmettent une façon de vivre à son enfant. C'est vrai. C'est assez joli. Je leur ai essayé de leur apporter aussi une autre vision, de voir autre chose. En partant un peu à l'étranger, ils ont eu la chance de venir aussi. Donc de partager des rêves que ma mère aurait peut-être jamais pu vivre, comme voir la Statue de la Liberté ou des choses comme ça en fait. Donc c'était un plaisir d'emmener mes parents et de leur dire voilà, il y a autre chose plus loin quoi. Parce que je sais qu'ils ont travaillé dur, ils continuent à travailler dur. Et que s'ils peuvent avoir une bouffée d'oxygène, si je peux leur apporter et leur montrer une autre vision des choses, on se nourrit le voyage est vraiment notre quotidien. On se nourrit toujours de ça. Dans ma famille, c'est omniprésent maintenant. Est-ce que vos parents ont senti assez tôt, votre maman notamment, que vous alliez pousser les murs ? C'est-à-dire que ce côté un peu turbulent, un peu pas comme les autres, moins de... Moi, je pense qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que j'avais beaucoup la bougeotte. Et c'est venu en école de commerce. À un moment donné, je me suis dit, c'est bon, c'est stop, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez quand même fait une scolarité normale. Oui, Le bac, c'est vos parents qui vous ont poussé aussi à dire, ok, d'accord, on a compris, mais assure tes arrières un peu. J'avais mon père d'un côté qui me disait toujours, assure tes arrières, maths, on ne sait jamais. Et ma mère de l'autre côté, va découvrir le monde, vas-y, va t'amuser, va voir ce qui se passe. Ah oui, vous aviez les deux sons de cloche. Donc du coup, c'était un bon équilibre, parce que j'avais quand même mon père qui m'a ramené un petit peu à la réalité, donc grâce à lui, j'ai pu avoir des diplômes comme l'attestation de capacité en logistique transport, commissionnaire de transport. Grâce à lui, je passe aussi mes permis super lourds. Donc, en ce moment, oui. Ouais. D'ailleurs, c'est bon, je l'ai. C'est vrai ? Félicitations, c'est bien. Ouais, ça a été pas évident, mais c'est bon, tout est validé, super. Donc c'est cool. Je suis assez content. Et d'un autre côté, ma maman qui me disait, bon, maths, c'est vrai, c'est bien, papa, il a raison, mais à un moment donné, il faut aussi que... J'avais ce goût d'aller voir ailleurs. Donc j'ai pris l'initiative de... Plus j'avançais dans le temps, plus j'avais l'impression qu'on allait m'enfermer dans quelque chose qui ne me correspondait pas. L'école de commerce. Ouais, même le BTS, même l'école de commerce, en fait, on tirait les ficelles comme si, en fait, on prenait des décisions à ma place, tout en sachant que moi, à mon âge, à 20 ans, je me connaissais pas et que les gens prétendaient me connaître plus que moi, je me connaissais pas. Et du coup, je trouvais ça pas logique. J'avais toujours l'impression d'être en périphérie, de vraiment vivre, de passer à côté de quelque chose. Donc, à un moment donné, j'ai fait la cerise sur le gâteau, c'est en apprenant que l'école de commerce coûtait une fortune à mes parents. C'est ça, vous avez 23 ans. Ouais. Vous demandez à votre mère combien te coûte l'année mon année. Elle vous dit ça me coûte tant. Ouais. Et là c'était genre c'est bon, j'arrête. D'accord. Et j'étais au rattrapage et j'y suis pas allé. Mais j'ai eu l'école, j'étais à Malte, j'ai eu l'école au téléphone qui m'ont dit Mathieu, vous êtes en rattrapage pour l'année suivante, mais vous allez pouvoir passer en 4e année, mais il faudrait que je rencontre vos parents, etc. Et je fais non, c'est terminé. Vous étiez déjà à Malte, donc vous êtes déjà parti à... Ouais, je partais pour 2 mois à faire la fête. Après, je suis rentré pour faire un passeport valide. Et après, je suis reparti. Et je suis resté à peu près au total 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi à Malte. Mais c'est le déclic de se dire, voilà, ça coûte tant à mes parents, je change. Et en étant nul en anglais, j'ai voulu faire un stage à New York. Sauf qu'on me l'a refusé et on m'a dit, faut connaître ton niveau. Donc je devais passer le TOEIC ou le TOEFL ou quelque chose comme ça, mais c'était 300 € en plus, quoi. Je dis, mais à un moment donné, je sais que je suis nul en anglais, vous le savez autant que moi, donc laissez-moi faire ce stage, comme ça je pourrais m'améliorer. Et ils m'ont refusé. Donc je leur ai dit, voilà, moi je vais aller apprendre l'anglais de mon côté, je vais aller voyager, je vais apprendre l'anglais, j'ai vécu 1 an à Londres, et voilà, après j'ai appris l'anglais, ça a été... Et ainsi de suite, quoi. Si vous me mettez des barrières, mais moi je vais trouver le sentier, parce que j'étais déterminé à faire mon école, en fait. À un moment donné, à me domestiquer tout seul. À faire votre propre école. Ouais. Donc ça, c'est à 23 ans. Oui. Vous en avez 31. Oui.
26 plus 5, non, je fais ça. Et depuis l'âge de 23 ans, vous voyagez? Oui. C'est votre métier? Non, c'est pas mon métier. Ouais, est-ce que c'est c'est une bonne question. C'est pas mon métier, c'est un plaisir. Mais même quand je vais au marché de Saint-Gilles, pour moi, c'est voyager. Je prends conscience, en fait, parfois, il faut aller loin pour comprendre ce qui est prêt. Et du coup, quand je reviens avec ma famille, je savoure un café avec ma maman. Ah, c'est un bonheur. Même si le café, il n'est pas bon? Non, elle fait du très bon café à la maison. D'accord, on l'embrasse d'ailleurs, on l'embrasse. Ça veut dire que vous partez, mais vous revenez? Oui, toujours. Mon ancrage, comme je disais au téléphone, mon ancrage, il est là et j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin de mon entourage, ils me permettent de voyager, ils me soutiennent dans ce que je fais. Ça n'a pas été simple au début. Surtout, pourquoi ça n'a pas été simple? Parce que j'ai commencé à... on ne va pas parler de Malte ni du Canada, c'était différent, mais vraiment le voyage vraiment pur. Le point de départ, ça a été l'Indonésie. Oui, et vous avez passé des photos, d'ailleurs, on va en voir quelques-unes. Voilà, et je me souviens, mon père qui était un petit peu réticent, qui avait peur. Et du coup, il a fallu quand même rassurer sa famille. Et du coup, quand on voit le chemin que ça a pris, maintenant, ils ont pris l'habitude. À la Chureka, j'ai eu un couteau sous la gorge. La Chureka, c'est la décharge à ciel ouvert qui est en Venezuela, au Nicaragua, pardon, en Amérique centrale. Ça, c'était l'année dernière, et du coup, j'ai eu un couteau sous la gorge, je me suis fait menacer là-bas. Et je l'ai annoncé à mes parents, et ils ont dit, fais attention, t'y retournes pas. Et je leur ai annoncé que j'y retournais le lendemain. Ils m'ont dit, sois prudent. Vous avez passé une semaine là-bas, c'est ça? Oui. Une semaine, j'ai passé une semaine là-bas, Et du coup, on voit l'évolution quand je vois mon père au départ qui me disait non, mais Matt, fais attention quand même, l'Indonésie, on sait jamais. L'inquiétude? Ouais, l'inquiétude. Et maintenant, en fait, c'est devenu un petit peu quelque chose de. Normal? Si on peut dire. D'habitude? Ouais. Ils ont peut-être aussi pris conscience que vous ne preniez pas des risques pour prendre des risques. Enfin, les circonstances ont fait que vous étiez avec quelqu'un qui était plutôt violent, mais c'est pas voulu. Quand on voyage tout seul, on a le temps aussi de réfléchir. Et je sais que quand je m'engage dans, par exemple, la Chureka, un projet que j'ai mis en œuvre tout seul, je suis en pleine conscience de ce que je fais, en fait. Je sais que je vais pas... Il y a un certain pourcentage d'incertitude, mais j'optimise au maximum le fait qu'il va rien m'arriver, pardon. On va en reparler justement, et puis évidemment de cette notion de danger. Puis on va voir aussi les photos que vous nous avez gentiment prêtées pour voir les différents visages aussi, parce que vous avez fait des très jolies rencontres. Mais avant, on va parler web avec Aurélie. Mademoiselle Maurice. Mademoiselle Maurice. Est-ce que vous connaissez Mademoiselle Maurice? Alors moi je connais une Mademoiselle, je connais Maurice, mais je ne connais pas les deux en même temps. Ah mais c'est pour ça, donc il fallait qu'on en parle aujourd'hui, parce que Mademoiselle Maurice, donc c'est une artiste française d'une 30aine d'années, ultra positive. Ultra jeune. Ultra jeune, ben oui, voilà. Je crois qu'on est de la même année, donc je ne vais pas le dire comme ça. Non, c'est pas Elle met un peu de couleur dans nos vies grâce à des pliages en origami. Ah, joli. Alors, je vous explique. En fin de compte, Mademoiselle Maurice s'est initiée à l'art du pliage lorsqu'elle vivait à Tokyo, tout simplement en découvrant un ouvrage consacré aux origamis dans la bibliothèque de sa colocation. D'accord. Et comme quoi les passions, partent des fois absolument de rien, j'ai envie de dire. Et en fait, tout simplement, après l'accident nucléaire qu'il y a eu à Fukushima, en 2011, après le tremblement de terre et également le séisme, elle s'est décidée de créer des œuvres en rapport tout simplement avec ces événements. Un peu comme un besoin tout simplement d'établir un lien entre l'homme et la nature, d'extérioriser quelque chose. Et depuis, elle ne s'est jamais arrêtée de plier. Et, sachant que l'art de l'origami, ça a l'air tout simplose comme ça, et pas du tout. Ah, franchement, et c'est hyper compliqué, parce que moi j'ai un bouquin pour mes enfants, et je vous assure, déjà mes filles sont vachement plus balèzes que moi, mais c'est vraiment un jeu de patience, et pour que ce soit bien fait, il y a toute une symbolique d'ailleurs. En plus. Et du coup, aujourd'hui installée entre Paris et Marseille, Mademoiselle Maurice élabore, puis crée au sein de son atelier d'innombrables œuvres colorées. C'est très joli. Via donc le papier, la peinture également, le métal ou encore d'autres techniques mixtes et bien sûr recyclables. Elle donne naissance donc à des œuvres en prise directe avec notre quotidien, son quotidien. C'est une sculpture en fait. C'est une sculpture, oui, tout à fait. Et en fin de compte, elle va déposer ses papiers dans, c'est hyper joli. Dans tous les monuments, donc sur les murs, également sur les bâtiments. Elle fait vraiment des choses magnifiques avec quelque chose de très simple. Elle colore nos rues. C'est juste. Alors peut-être que Mathieu, un jour, comme il voyage beaucoup, tombera sur une de ses créations. Moi, j'ai jamais eu l'occasion, mais c'est vraiment un truc qui me plairait de découvrir très sincèrement.
clairement. Donc son matériel de prédilection est bien sûr le papier recyclé et le fil, c'est ce qu'elle préfère, car en plus d'être modeste, ça ne dégrade absolument pas les supports sur lesquels elle travaille. Donc il y a quand même un côté un peu écolo, sur lequel il faut mettre le doigt. Elle revendique bien sûr un art de rue écologique et se bat aujourd'hui, et je crois que c'est le plus important, contre la monotonie et la tristesse des villes, en semant des milliers d'origami colorés un petit peu partout dans le monde, car elle bouge énormément beaucoup. On a pu découvrir ses créations un petit peu partout en France, mais également en Italie, en Hollande, en Chine, en Australie, aux USA, au Portugal. Elle est passée absolument partout. Pas chez nous ? Si, pas en Vendée. Pas en Vendée, mais pas chez nous. Pas chez nous. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne décorer les studios de Télé Vendée. Exactement. Et donc, et c'est en plus une très belle personne parce que elle est engagée humainement. Elle travaille avec plusieurs associations dont elle reverse entre 5 et 20% de sa rémunération artistique. Mademoiselle Maurice. Mademoiselle Maurice, donc à découvrir sur son site.com et aussi sur son Instagram. Elle a une bouille d'enfer. Elle est, c'est super joli. C'est une femme pétillante qu'il faut aller découvrir. Ben on l'embrasse. C'est un très joli truc. Chronique. Truc, c'est pas très télégénique. Je trouve plus mes mots. Maintenant, c'est Truc qui va nous parler de trucs. Truc, c'est reconnu. Il s'agit de Laurent. Et Laurent qui va nous parler du rock. Matt Bastard. Et vous n'aviez pas reconnu Matt Bastard. Non, Matt Bastard, le chanteur de Skip the Use, le groupe lillois, qui a écumé les scènes françaises pendant 8 ans. 3 albums, une victoire de la musique en 2013. Un truc un peu nerveux. Oui, électro-rock. C'est un groupe qui venait du punk. Au départ, ils viennent du punk. Ils sont partis sur le rock. Et puis, il y avait beaucoup d'électro sur les derniers albums. Et le groupe a annoncé, alors un peu par surprise, il y a quelques mois, la séparation. Ah, ils se séparent ? Ils sont séparés. Je trouve ça toujours triste, une séparation de groupe. Pour plein de raisons. Ils se sont séparés. Matt Bastard vit, lui, aujourd'hui à Los Angeles. D'accord. Par envie. Il travaille beaucoup en studio là-bas. Il est ingénieur du son là-bas. Et puis, il vient de sortir un single qui est annonciateur de son premier album solo. Le single, on le voit ici, ça s'appelle More Than Friends. On retrouve la partie très élégante. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il est bon en anglais. Et on retrouve la partie électro. Et c'est vrai qu'on a senti sur le dernier album que Matt Bastard a été beaucoup plus soul et électro que punk et rock, je trouve. Et voilà, donc on va écouter un extrait. Oui, c'est très dansant, c'est sympa. There's nothing that we've never said, no one knows better yet. We love each other to the death. But somehow we're more than friends. You're only happy when you see me sad. When you see me sad. You're only peaceful when you make me mad. When you make me mad. We can stop loving but it tears us apart. We can get close cause it's just way too much. We can hold back cause it's just never enough. So guess I'm trying to say. Il y a un petit côté acidulé, un petit côté pop. Un petit côté dansant et sympa. Exactement. Dansant et sympa. Non mais je m'attendais pas du tout à ça de sa part. Ouais, moi j'aime bien. Ah, c'est assez... Oui, c'est très sympa. Et que sont devenus les autres membres du groupe, Adèle, vous allez me demander, je suppose. Ils sont morts. Eh bien non, ils ont formé un groupe également. Ah donc lui, il a fait son truc de son côté. Et les autres s'appellent maintenant The No Face. Mais eux, ils sont toujours dans le trip un peu... Ouais, toujours. C'est toujours eux. Ils ont gardé le côté un petit peu rock'n'roll et ils ont remplacé, on va dire, Matt Bastard par une chanteuse, une Camerounaise qui s'appelle Oma. Alors vous allez voir, c'est assez étonnant, c'est un concept, c'est la pochette de leur single, mais c'est aussi, sur scène, ils sont comme ça, ils ont fait leur premier concert au Printemps de Bourges. Ah, c'est les No Face. Les No Face, voilà. Pardon. Donc ils avancent masqués comme ça, avec des cagoules noires, avec une croix blanche. Ils ont fait leur premier concert au Printemps de Bourges en début de semaine. Là. D'accord. Et pareil, comme Matt Bastard, et pratiquement au même moment, ils sortent le premier single, qui est annonciateur d'un album qui lui sortira au mois de novembre de mémoire. D'accord. Et le single, vous allez pouvoir choisir votre camp, puisqu'on va l'écouter, ça s'appelle I Am Over You.
J'aime bien le premier, j'aime bien Matt Bastard, moi. Les No Fakes, pareil, on les verra donc au Printemps de Bourges, mais on les a vus au Printemps de Bourges et on va les voir sur tous les grands festivals d'été, notamment le Main Square ou celui Oui, c'est plus torturé, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Merci Laurent Charliot. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler avec Mathieu Desnain. Retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à Mathieu Desnain. Mathieu Desnain qui est un voyageur, qui voyage depuis 8 ans, depuis l'âge de 23 ans. Il est sur le plateau de la grande émission pour nous parler justement de ses voyages et de cette notion aussi du voyage et d'aller vers l'autre. On va d'ici quelques instants aussi finir la chronique d'Aurélie sur le web. Mathieu, moi j'ai une question très pragmatique. Je me dis, ok, vous êtes parti à 23 ans, école de commerce, on met de côté, etc. Et vous auriez très bien pu arrêter l'école de commerce et rester en Vendée, faire autre chose, etc. Ça devait forcément passer par le fait de partir. Ouais, je voulais découvrir autre chose. Je voulais connaître mes limites, je voulais me dépasser, je voulais pleurer, je voulais rire, je voulais m'émerveiller des choses en fait. Je voulais en fait être en tête-à-tête avec la vie, le monde. Je voulais pas me focaliser sur ce qu'on pouvait me dire par rapport aux journaux, par rapport à la télé, par rapport aux parents, voilà, je voulais faire mon expérience et c'était au travers du voyage. Comme ça m'a permis aussi de me découvrir, être en discussion avec moi-même en fait. Ah oui, alors d'où le fait de faire ce voyage seul. Vous auriez très bien pu aussi le faire avec d'autres et en fait vous l'avez fait seul. Ouais, je suis parti seul. J'ai partagé quelques chemins avec des personnes, mais la plupart du temps je suis seul. Quand je pars en Amazonie, j'étais tout seul. Quand je suis parti à la Shureka, j'étais tout seul. Donc des choses comme ça en fait. J'ai besoin, quand j'ai gravi le Merapi en Indonésie, c'était le premier volcan actif que je gravissais et je l'ai fait tout seul. C'était interdit. Celui-ci aussi, le Sarama, à la frontière chilienne, j'y suis allé tout seul. J'avais besoin de ces choses-là. Mais alors, comment est-ce que vous construisez votre voyage en amont ? Ou est-ce que... Parce qu'en fait, le fait d'arriver à la Shureka, par exemple, ou de partir en Indonésie, ou d'aller à la rencontre des indigènes aussi, ou aller au Nicaragua, etc., est-ce que vous le travaillez en amont ? Est-ce que vous le préparez ? Ou est-ce que c'est en fonction des rencontres que vous allez faire Au fil des années, en fait, il y a eu une évolution sur le voyage. Au point de départ, quand je suis parti 6-7 mois, mon premier voyage, tout était bien ficelé. Ça me rassurait moi et ça rassurait aussi ma famille. Et au fil du temps, j'ai commencé à juste booker un vol et puis c'est tout. Genre 1 ou 2 nuits dans la capitale où j'arrivais et au fur et à mesure, je construisais plus ou moins mon itinéraire. Parfois, ça m'arrivait de rester dans un village où il n'y avait pas un touriste, il n'y avait rien. Les locaux se demandaient ce que je faisais là et j'étais juste bien à aller chercher mon poisson directement dans le petit village de pêcheurs à côté, quoi. Donc, tout ça, il y a eu une évolution. Et la Shureka, ça s'est fait... Qui, je le rappelle, la décharge à ciel ouvert, la plus grande décharge d'ailleurs d'Amérique centrale, on est d'accord. Je suis arrivé au Nicaragua pour aller voir des amis sur une île et je me suis dit... En arrivant à Managua, je vais aller visiter la capitale et j'ai rien trouvé de transcendant. Et en fait, au fur et à mesure de me balader dans la rue, je me suis retrouvé dans ce bidonville et à la Shureka. Et j'ai commencé à me renseigner avec les locaux et ils m'ont dit, mais si tu vas là-bas, ça va être compliqué. Et forcément, pourquoi ? Parce que c'est un lieu très gardé, très... Parce qu'en fait, avant, elle était pas privée. Maintenant, elle est privatisée depuis 2007 par une entreprise espagnole. Donc, tout est bien gardé. Donc maintenant, y aller, c'est un petit peu déjouer, on va dire, les services de sécurité. Et voilà, donc je suis passé par le bidonville, par un espèce de bosquet, etc. Et je me suis retrouvé avec un amas de détritus en face de moi et je me suis dit, bon... Okay. Et on le rappelle, des gens vivent de ça, parce qu'ils récupèrent aussi des éléments pour manger ou des choses... C'est un peu compliqué maintenant puisque tout est trié. Donc il y avait, à l'époque, les gens vivaient de ça. Donc ils pouvaient trier le carton, les boîtes de conserve, etc. Donc ils vivaient au sein même de la Shureka. Aujourd'hui, maintenant que c'est privatisé, l'entreprise a récupéré en fait les personnes entre guillemets aptes à travailler dans l'usine de recyclage. Et en contrepartie, ceux qui restent, ils ont de plus en plus de mal en fait à pouvoir rafistoler des chaussures, etc., à trouver les matières pour pouvoir les revendre après dans le commerce. Mmh. Et en contrepartie, cette entreprise, c'est une très longue histoire, c'est très compliqué la Shureka,
puisque en fait c'est un peu la partie submergée de l'iceberg, parce que derrière tout ça il y a des personnes qui meurent du sida, du cancer, problèmes de poumons, etc. Fait de vivre près de cette décharge publique. Ils n'ont plus les moyens d'y travailler parce qu'ils ne sont pas aptes à travailler dans l'usine de recyclage, donc on les a mis dans un espèce de quartier qui a été construit par l'entreprise espagnole, et en fait ils sont là-bas si vous voulez, mais ils n'ont pas les moyens d'être hospitalisés, donc ils meurent plus ou moins à petit feu. Il y en a qui ont eu la chance de sortir de la Shureka pour inspirés à autre chose. Il y en a d'autres qui restent comme tous ces gens qu'on voit à l'écran, mais ils survivent très difficilement par rapport à ça. Donc c'est un peu la partie submergée de l'iceberg, que derrière il y a eu des choses qui ont été faites, mais il faut encore approfondir pour éviter ce genre de choses, quoi. Quand on va là-bas, à Churica, mais aussi quand vous allez, on va en reparler aussi, voir les indigènes en Bolivie ou en Colombie, comment, en tant qu'occidental, assez privilégié par rapport à ces gens-là, comment vous vivez les choses ? Comment vous encaissez le fait de voir ça ? C'est très dur. Ouais, humainement, c'est compliqué de voir des gamins qui prennent une brique de lait et qui la boivent à même le camion, ou qui récupèrent les morceaux de poisson ou les morceaux de viande qui vont rester avariés, etc. Donc c'est difficile en fait de prendre des photos et de se retourner et de se dire que moi je vis pas ici, et à un moment donné il faut aller un petit peu plus loin, quoi. Il faut essayer d'approfondir les choses, ce qui n'est pas simple. Il faut essayer aussi de garder un recul à tout ça, mais ça attaque. D'où une vision plus reporter dans ces cas-là, de témoignage, d'observateur. Je prends goût à faire ça, et j'y passe du temps. J'essaye de m'y consacrer davantage qu'à faire du voyage vraiment pur. J'essaie de faire des investigations comme avec les indigènes Wayuu. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, essayer de faire des investigations, des reportages, etc., pour montrer un petit peu ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'après vous vendez vos reportages ? Non, pas du tout. En fait, c'est de bouche à oreille. Ça me permet, par exemple, la Shureka, ça a été diffusé sur Vice Mexico, sur leur magazine, sur Internet. Exactement, oui, j'ai vu sur votre site. C'est juste le bouche à oreille. Après, je propose pas, et ça reste vraiment très limité. On va reparler aussi des indigènes, que je voudrais qu'on parle d'eux, surtout des photos que vous avez faites, parce qu'il y a vraiment des très jolies photos. Mais sans aucune transition, on va faire un point Aurélie Webb. Alors on parle de quoi ? Geronimo Ballon ? Geronimo Balloon. Balloon. On dit en anglais. Il y a deux os. Oui, et voilà encore une personne, donc une femme ultra créative qui aime voir la vie colorée. Et là, pour le coup, c'est une américaine, mais j'avais quand même envie de vous présenter son site. C'est pas grave, hein. Ouais, voilà, son Instagram et tout le reste, parce qu'elle se déplace aussi un peu comme Mademoiselle Maurice et Mathieu partout dans le monde. Donc, sauf que Mathieu, il fait pas des origami. Non, pas encore. Pas encore, mais on sait tout jamais. Et du coup, ça vaut vraiment le coup d'œil parce que il faut découvrir en fait son univers. Donc il s'agit de Jane, ou Jihan, je sais pas trop comment le prononcer, j'espère que je le prononce bien. Jihan. Ouais, voilà, Jihan ou Jane peut-être. Et pour le coup, là, son credo, ce sont les ballons petits, gros. Elle passe son temps à en gonfler pour recouvrir des bâtiments, des maisons, des intérieurs de maisons, des intérieurs d'entreprises, voire même de recouvrir des piscines. Elle fait beaucoup d'événements. Et en gros, elle nous refait le crépi, elle nous refait les façades, mais d'une façon colorée. Alors, très éphémère, bien sûr, mais encore une fois, on passe devant le bâtiment, ça nous met le sourire, ça nous met un petit peu de couleur, ça change un petit peu le cadre dans lequel on vit, dans lequel on... Personne passe avec une aiguille. Si, parce que sur Instagram, des fois, elle montre qu'il y en a qui se sont amusés à percer les ballons. Puis c'est très éphémère, souvent, au bout de... Surtout que la plupart du temps, ils sont à l'extérieur. Donc, au bout de 48 heures, voire 3 jours, il n'y a quasiment plus rien. Mais le but, c'est de voir la vie colorée. Et elle a bien sûr un staff, elle a une équipe de 10 personnes avec elle la plupart du temps pour monter toutes ces créations. Donc, ils ne font pas que du ballon, ils travaillent aussi les rubans. Donc, il faut absolument aller sur YouTube découvrir. Elle n'a pas de chaîne personnelle, mais beaucoup parlent de son œuvre en fait et de son travail. Donc, il y a beaucoup de... Après, j'espère que écologiquement parlant, ils récupèrent les ballons derrière, quoi. Alors, c'est des ballons qui sont 100% biodégradables. Ah, génial. Oui. Donc, il suffit qu'ils se mettent à pleuvoir et... tout disparaît. Donc c'est pour ça qu'aussi ils ont une durée de vie qui est hyper limitée. Souvent parce que moi je la suis depuis un petit moment sur Instagram, donc on voit ses œuvres monter et 2 jours après elle nous poste une autre photo où tous les ballons sont raplapla et commencent
à s'effriter parce que voilà, ils ont une durée de vie qui est très limitée. Mais il faut vraiment aller découvrir son univers. C'est coloré, c'est festif, ça fait du bien. Et le petit plus du coup de Jane de Geronimo Ballon, c'est qu'elle a une boutique Esti. Donc on peut aussi aller commander des gros ballons si vous voulez vous aussi customiser votre maison ou la chambre de vos enfants. Vous pouvez aller acheter les ballons avec lesquels elle travaille. Je vois plus mes gosses, si je mets un ballon, t'es où? Ça peut être marrant. Non, mais pour des soirées ou des mariages ou des choses comme ça peut être très joli. Ouais. Non, c'est même pour un anniversaire, enfin, c'est vraiment top. Et il faut vraiment aller découvrir son univers. C'est joli, c'est coloré, c'est frais. Et je vous dis, allez sur YouTube découvrir. Elle est fun. De toute façon, vous tapez Geronimo sur le moteur de recherche, Balloon. Et en fin de compte, elle nous explique dans un article qu'elle a complètement arrêté de consommer tout ce qui est vêtements, accessoires de luxe et tout, et qu'elle se consacre vraiment à des choses plus éphémères, mais qui nous donnent un petit peu de gaieté en fin de compte. Donc voilà, il faut aller découvrir son nom. GeronimoBalloon.com. Voilà. C'est joli, merci Aurélie. Sans aucune transition, on repart voyager avec Mathieu. Mathieu, je voudrais que vous nous parliez des indigènes. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, parce que vous êtes allé... Alors, vous avez quand même un côté un peu jusqu'au boutiste quand même, parce que vous n'allez pas en Bolivie ou en Colombie juste pour... vous allez voir, vous avez envie d'aller dans une contrée un peu reculée, voir comment vivent les indigènes sur place. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion dans votre voyage. Voilà, vous allez vivre avec eux. Oui. En fait, je voulais être au plus près d'une civilisation qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît très peu. Ouais. Et pour la plupart de ces indigènes, que ce soit côté Brésil, Bolivie, etc., tout ce qui sont en Amazonie ou même côté asiatique, ils se sentent quand même un peu persécutés, on les repousse un petit peu, ils nous gênent, quoi. Donc moi, je voulais les rencontrer pour essayer de trouver en fait une corrélation, si je puis me permettre, entre notre civilisation et la leur, pour respecter un petit peu plus notre univers, notre planète. Parce qu'eux ont tout compris, et nous, on pille sans rien donner en contrepartie à la nature. Et voilà, j'ai essayé d'aller, je suis allé les rencontrer pour essayer de comprendre comment eux vivent. C'est compliqué, en un mois, on n'a pas le temps de... Vous êtes resté un mois avec eux? Avec les Kogis, je suis resté un mois. Alors les Kogis et les Wayuu, comment vous dites? Les Wayuu. Les Wayuu. Eux, c'est au nord de la Colombie, c'est dans le désert de la Guajira. C'est à la frontière du Venezuela. Et avec eux, je suis resté 3 semaines là-bas. D'accord, donc un mois avec les Kogis? Oui. Et 3 semaines avec les autres? Les Wayuu. Et les Tsimané en Bolivie, je suis resté 3 semaines aussi. Et alors, vous arrivez... Déjà, est-ce qu'ils vous acceptent facilement? Enfin, comment c'est fait? Ça dépend. Les Kogis, ça a été plus long, en fait. Il y a eu un moment d'adaptation. Pas beaucoup de paroles, mais beaucoup dans le regard. Je me souviens, la première fois où j'ai commencé à faire mon feu tout seul, Augustine est venue me voir et me fait « Tu sais faire du feu ?» Augustine, c'est qui Augustine? C'était le chef du village, Augustine. D'accord. Des padres, on va dire. Ouais. Voilà. Et il est venu me voir et il m'a dit « Tu sais faire du feu ?» Déjà, visuellement, en fait, il me regardait. Il y avait une s'appréhender un petit peu. Voilà, exactement. Les Tsimané, ils ont un sourire radieux, c'est genre bienvenue à la maison, quoi. Et là-bas, c'était merveilleux, quoi. C'était vraiment merveilleux avec eux. Donc il y a des appréhensions qui sont différentes. Il faut savoir observer, prendre le temps, appréhender un petit peu tout ça, que ce soit l'homme, la nature, parce qu'on est dans un environnement qu'on ne connaît pas. Kogis, c'est à peu près à 5 heures de marche dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Donc le temps d'y aller, le temps de se faire le chemin. C'était pas très compliqué, mais après, c'est un temps d'adaptation aussi, quoi. Là, précisément, vous arrivez dans leur village avec un sac à dos. Oui. Et puis vous vous installez à leur côté, vous allez vers eux pour parler. Les Kogis, ça a été une invitation. En fait, j'ai présenté mon projet au travers des rencontres voilà. que vous avez faites. Et du coup, c'est un local en fait de Colombie qui s'est rendu dans le village, qui s'est dit voilà, il y a un occidental, Mathieu, qui voudrait venir vous rencontrer et partager la vie avec vous, quoi. Donc ça a été accepté comme ça. Donc j'ai eu une invitation pour les Kogis. Les Tsimané, c'était une rencontre au coin d'une rue et voilà, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Et les Wayuu, même chose en fait. Je me suis rapproché du désert et j'ai rencontré des locaux, j'ai échangé avec eux. Il m'a dit je t'emmène. Et donc du coup on est parti avec un local au fin fond du désert et puis j'ai passé du temps avec ces petits bonhommes. Et cette fameuse corrélation dont vous parliez tout à l'heure entre notre façon de vivre et leur façon de vivre, etc. Est-ce que vous l'avez trouvée? Est-ce que vous avez trouvé des liens entre les deux?
Il y a des liens, si vous voulez, il y a des choses qui sont bonnes dans notre civilisation et moins bonnes. Et pour les Kogi aussi, il y a des choses qui sont bonnes et moins bonnes. Et je pense qu'en fait, il faut trouver un équilibre. En fait, que la pensée, elle soit Kogi ou la nôtre, c'est la même pour tout le monde, quoi. C'est juste qu'on est des invités sur cette terre et qu'il faut à un moment donné prendre conscience qu'on va un peu trop dans le surplus. Et eux en payent les conséquences, ils sont obligés de se rapprocher de la civilisation, donc parfois ils trouvent pas de travail, donc ils se noient dans l'alcool, les gamins prennent des bonbons, ils jettent les papiers parce qu'ils n'ont pas la notion du tri et toutes ces choses-là en fait. Faut trouver une sorte d'équilibre en fait dans tout ça. Mais après moi de mon point de vue c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, mais si je peux apporter quelque chose où ma conscience me dit bah voilà ça préserve mon environnement et aussi des indigènes ou des communautés, des ethnies etc. Ben je le fais quoi. Tout simplement. C'est la fin de cette deuxième partie déjà. On va faire une courte pause et puis on va reparler avec Mathieu Hédénin et puis on parlera des concerts, l'agenda des concerts avec Laurent Charliot. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à Mathieu Hédénin, qui a pour métier, c'est pas un métier, mais qui voyage depuis 8 ans et qui nous fait part de son expérience et surtout de ses rencontres avec différentes situations aussi, mais différents aussi peuples. On parlait des indigènes, des Kogis notamment il y a quelques instants. On va en reparler d'ici la fin de l'émission, bien sûr. D'abord, on fait un point à un jardin des concerts, Laurent Charliot. Oui, un petit point agenda. J'ai eu beaucoup de mal à faire une sélection là, sur les 15. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses et donc j'ai voulu en laisser un petit peu pour tout le monde, mais je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a énormément de choses. On s'excuse à l'avance. Sur les 15 prochains jours. Sur la région nantaise, alors il y a une soirée qui va être très sympathique. La soirée est intitulée The Pop and Folk Party. C'est avec Léo Seeger. Léo Seeger, j'ai dû peut-être déjà en parler dans cette émission il y a un bon moment. Et puis aussi, on les avait vus dans Du son dans mon salon, on les avait tournés dans... Voilà. Allez, mais un peu de pub pour mon émission. C'est pas fini, ça va être comme ça jusqu'à la fin de mon agenda. Vous savez que vous n'avez pas le droit, ici vous parlez de la grande émission. Ouais. Eh bien, dans Du son dans mon salon, on les avait interviewés, on les avait filmés, captés dans le Magic Mirror de Poupée. On regarde un petit extrait et c'est samedi soir, donc demain, ils sont à la Bar à Casson. C'est fort. On écoute un extrait. Shadows dancing at the sunset on the sea. Upon the cliff there was a man that wasn't me, riding every passing dream on the bark of poplar trees, throwing roads on maps to nowhere I can feel at ease, but I dream of familiar places. Voilà. Ouais. Familiar Places, ça ressemble un petit peu à R.E.M. R.E.M. Ça vous va ? Ouais, ça va mieux. Ok. On change complètement de style, toujours dans la région nantaise. On a Stéréolux, mercredi 3 mai, Ultra Vomit. Non, il faudra leur dire un jour qu'il ne faut plus faire ce genre de choses. Ultra Vomit. C'est un groupe qui est très, très Vous en avez déjà parlé en plus. Oui, tout à fait. Ouais, c'était un petit peu arrêté. Ils se reforment, là, les Ultra Vomit. C'est un groupe à voir. Au Zénith, jeudi, ça c'est pour vous Adèle, je n'y serai pas, il y a Boulevard Désert. Ah non, je n'y serai pas non plus. Voilà, au Ferrailleur, mais j'ai dit qu'il y en avait pour tout le monde ce soir. Oui, c'est vrai. Au Ferrailleur, c'est plus sympathique, le mercredi 3 mai, il y a nos copains de Laval, les Archimèdes. Ah oui, qui viennent de sortir Nico, il suit bien. Voilà, et qui viennent de sortir un nouvel album. Oui, c'est vrai. Donc ils seront au Ferrailleur. Ça serait bien qu'ils viennent chez nous là. Et puis au lieu unique, il y a Terry Riley. Terry Riley, il a 81 ans, il est considéré comme un des monstres et fondateurs de la musique minimaliste, c'est de la musique contemporaine. D'accord. Et c'est au lieu unique, c'est à voir, c'est très intéressant. Okay. On revient plus près de chez nous, on va au Fusion, on a le soulman Adam Nas qui joue samedi. C'est très bien. Au Fusion. Et puis jeudi 4 mai, on a Jonction 48. Vous avez compris, c'est du hip-hop. Oui. Non, c'est du hip-hop de Tel Aviv. C'est très intéressant. Je me moque, mais c'est très intéressant. Vous ne vous moquez pas ? Non, je ne me moquais pas. J'ai dit Jonction 48. Jonction 48 ? Voilà, tout à fait. Et je ne dois pas le dire en Tel Avivois, à mon avis. Hein. Tel Avivois. On est d'accord. Et puis, on aura le folk trash de Lisa Leblanc, la québécoise, le jeudi bien. 11 mai. Lisa Leblanc, c'est très, très bien. Voilà, il y a samedi. Très drôle. Toujours demain, il y a plein de choses. Hein. Il y a Ben Mazué qui joue à Fontenay-le-Comte. Et puis, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ah oui, j'ai dit qu'aujourd'hui, voilà. Il s'étale. Hein. Autant on a quelqu'un de très humble en face, mais alors moi, aujourd'hui, je
m'étale. Hein. Moi, je m'étale. En fait, depuis le temps que vous vouliez venir le voir, Adèle, le spectacle UK on the auquel Rocks. je participe, qui s'appelle UK on the Rocks, on sera le 6 mai à la Tranche-sur-Mer. Mais On est dans votre vu. région après notre tournée internationale. Mais oui, bien sûr. On est dans votre région. On joue le samedi C'est le 6 6 mai. mai à la C'est quoi, Tranche-sur-Mer. UK on the Rocks? C'est une émission de radio où un animateur, et en l'occurrence, c'est moi, vous présente pendant 1h30 toute l'histoire du rock anglais. On part des Beatles, on arrive à Muse, Oasis, etc. Mais Et avec en un fait, vrai groupe. Un vrai groupe, c'est-à-dire que je présente les disques, mais c'est un vrai groupe. Ce que je vous propose, c'est également un extrait pour voir ce qu'est UK on the Rocks. La totale. Personne n'est insensible, tout le monde connaît le rock anglais, tout le monde connaît tous ces morceaux parce que ça nous a tous bercés. On est 4 musiciens pour rester un peu collés vraiment au côté guitare, basse, batterie, clavier de beaucoup de groupes, du format 4 qu'on trouve dans beaucoup de groupes. Le petit plus, c'est justement d'avoir sur scène également le DJ de l'émission radio UK on the Rocks, qui est en l'occurrence Laurent Chariot. C'est maintenant, c'est sur UK on the Rocks. Vous êtes sur Radio UK. Voilà, c'est ça. Regardez-moi, voilà. Donc si vous voulez voir Laurent vrai, Venez avec nombreux. sa bombe, son t-shirt avec sa bombe, venez Non, on nombreux. apprend plein de choses. Non mais en plus c'est vrai, c'est sur l'histoire du rock. C'est très sympa parce qu'on Moi, je l'ai découvre vu. plein d'anecdotes sur le rock anglais et puis j'ai des petits camarades de jeu qui jouent super bien. Je vous envoie la facture ? Bien sûr. Ok, merci beaucoup Laurent. On va revenir sur Mathieu, on va terminer cette émission avec Mathieu Denain. Mathieu, on a parlé de la décharge de la Choureka, on a parlé aussi des indigènes. J'avais une question très simple, est-ce que vous vous sentez français ? Ou est-ce que vous vous sentez, on dit toujours citoyen du monde, ou est-ce que vous vous sentez plus ? Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Je me rappelle une anecdote quand j'étais en Bolivie et qu'il y avait eu des attentats en France. C'était en novembre, donc ça devait être Charlie. C'était en 2015 ? C'était en 2015 ? Ouais, je crois que c'est ça, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et du coup, j'étais dans le désert en Bolivie, dans Salar d'Uyuni, pardon. Et je me souviens que c'est un tour que vous faites et il y a plein de drapeaux à un moment donné. Donc vous avez le drapeau japonais, etc. Il y avait un gros drapeau français. Et en fait, j'ai décidé de le prendre pour marcher un quart d'heure, 20 minutes en fait, dans le Salar d'Uyuni en fait, pour mon pays. Pour, même si j'étais loin, les soutenir et donc je me sens français, oui. Ouais. Vous étiez dimanche dernier en France, vous avez voté ? Malheureusement, non. D'accord. J'ai pas voté parce que c'est compliqué. En étant à l'étranger, j'ai pas de parti à prendre. Enfin, c'est un droit qu'on me donne que je devrais faire. Mais en toute honnêteté, je le fais pas parce que je suis très extérieur à tout ça en fait. Je regarde très peu la télé et quand je l'allume, en fait, moi j'ai l'impression d'être devant les feux de l'amour avec tout ce qui se passe. Sauf TV Vendée. Sauf TV Vendée ou voilà. Oui, bien sûr. Mais voilà, objectivement, non, je ne suis pas allé voter et je passe le plus clair de mon temps à l'étranger. Et donc voilà, donc je devrais. Je pense que voilà, mon grand-père, s'il m'écoute, il tapera un petit peu sur les doigts. Ouais, après, c'est un choix personnel. Hein. C'est un choix personnel. Ouais, je ne me retrouve pas dans ça en fait. Ouais. Je me retrouve pas dans. C'était surtout pas une question piège, mais non, la réponse qu'on aurait pu attendre, c'est que je pense que quand sans parler de voter, mais je pense que quand on voyage et qu'on va à l'étranger comme ça, on a une conscience du monde et donc une conscience politique de la vie de la cité qui doit être très enrichie et qui doit être c'est un peu, vous savez, vous avez des gens gentils, vous avez des gens méchants, vous avez des politiciens véreux, vous avez tout un peu partout dans le monde, donc après j'ai un regard très extérieur à ça en fait. Comment vous financez tout ça ? Ça fait 8 ans que vous voyagez. Je travaille dur. Vous travaillez sur place quand vous voyagez aussi ? Oui. Je m'implique beaucoup dans le travail. Donc, en règle générale, je vais travailler 6 mois intensément, si ça peut me le permettre. Et je ne suis pas regardant, en fait. Donc, je travaillais dans les chevaux à Calgary. J'étais boulanger au Mexique pendant quelques mois. Pour des sites internet, vous avez bossé aussi sur la revente ? Non, c'est pour les... Pas du tout. Sur des jeux en ligne. Oui, et casinos en ligne, oui, à Malte. Ouais. Voilà, ça m'a permis d'avoir un bon pécule avant de commencer à voyager, mais c'est un métier que je ne referai pas. Ouais, vous avez de l'expérience, ça n'a pas été très...
Ça a été enrichissant pour me rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'addiction dans les jeux et que se nourrir de ça, pour moi, c'est quelque chose de malsain. C'était incommensurable, en fait. Oui, parce que tout le monde est lié, en fait. Voilà, et surtout quand vous travaillez le soir du 1er de l'an et que vous avez personne, que les gens se connectent parce qu'ils n'ont pas de famille et qu'ils dépensent des milliers d'euros et que, contrepartie, si on leur donne pas un pourcentage pour qu'ils dépensent de l'argent, ils vont se suicider, vous êtes là, vous dites waouh. Ok, donc moi, c'était pas trop beau de voyage aussi, alors. Mathieu, là, vous êtes en Vendée pour quelques temps. Oui. Vous repartez bientôt ? Oui, je vais repartir. Après l'été, je continue à profiter de ma famille, de la côte vendéenne, de Saint-Gilles. Là, en ayant fini mes permis super lourds, je vais m'atteler à trouver un travail. Pourquoi vous passez vos permis super lourds ? Parce que ça peut vous servir à l'étranger aussi ? Ça peut, du moins en Union européenne, ça c'est sûr. Ouais. Après au Canada, ça peut aussi, il y a des accords bilatéraux entre les pays. Mais c'est pour avoir une autre corde à mon arc en fait. Parce que tout ce qui est le transport routier, ça perdure dans le temps et on voit qu'il y a énormément de camions sur les routes. Et en ayant mes diplômes dans la logistique transport, commissionnaire de transport, en fait, c'était pour finaliser un petit peu le domaine du transport. Et voilà, c'est une autre corde à mon arc. Quand je vais m'inscrire en agence d'intérim ou travailler 6 mois pour une société, en ayant les permis super lourds, voilà, ça me permet de travailler du travail plus facilement. Et donc le départ, ce sera pour quand et pour où surtout ? Ça va être certainement à la fin de l'été, on va dire fin août, début septembre, au moins jusqu'à Noël, et repartir un petit peu en Amazonie. Après, c'est les grandes lignes, ça change beaucoup. Fois. Là, je voulais partir au Sri Lanka. Je me suis dit, j'ai 15 jours de battement, j'avais envie d'aller au Sri Lanka, mais ça se fait pas parce que j'ai d'autres impératifs à côté. Ouais. Donc, voilà, il y a des idées, il y a les directives, mais bon, si je pars à gauche, des fois, en fait, j'ai changé de cap et je vais à droite. Donc, les grandes lignes, ce serait l'Amérique du Sud jusqu'à Noël. Et puis passer Asie centrale pour retourner dans les steppes de Mongolie, etc. Côté Kazakh, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Donc faire des lieux, des endroits que vous avez déjà fait. Ouais. Est-ce que l'idée de faire... Les steppes mongoles, oui, je connais bien. Oui. Mais après, Kazakhstan, non, je connais pas cette région-là. L'Amazonie, oui, je connais un peu plus. L'Amérique du Sud aussi, mais je sais pas, j'aime bien. J'aime bien la culture latine, j'aime bien le tempérament aussi, plus qu'en Asie du Sud-Est. Donc ça va être un plaisir de retourner là-bas pour quelques mois. Ouais. On vous a déjà dit qu'il y avait quand même un parallèle avec le film de Sean Penn, Into the Wild ? Sans rentrer dans l'excès peut-être, on ne va pas spoiler la fin, mais à la fin ça se passe pas très bien. Mais c'est vrai en fait. Merci. Mais je ne le souhaite pas du tout. Mais l'idée c'est quand même, il part, il se dégage de plein de choses. Il va quand même à la rencontre de certaines personnes pour aller jusqu'au bout de son idée. Ouais, c'est un peu comme il a fait des chapitres de sa vie, une introspection sur soi. Et c'est vrai, c'était un renouveau en fait. Quand je suis commencé à partir, décidé à partir, je me suis dit c'était un peu comme un premier chapitre, deuxième chapitre, etc. En fait, c'était un peu comme une renaissance. Et là, je peux dire aujourd'hui que je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que j'aime, et que je dirige ma vie. Vous n'auriez pas fait ces voyages, vous ne sauriez pas qui vous êtes aujourd'hui ? Je pense que j'avais besoin de ça pour découvrir ma personnalité, pour sortir un petit peu de cette turbulence, de cette délinquance dans laquelle j'étais. J'étais très agité, j'avais beaucoup de colère en moi. Et le voyage m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, autre chose. Et je pense que oui, si j'avais suivi un petit peu les directives, si on avait continué à tirer les ficelles pour moi, je sais. Un jour, on m'a dit, si votre fils continue comme ça, il finira en prison. Donc, émotionnellement, c'est très dur pour ma famille. Donc voilà, aujourd'hui, j'y suis pas. J'y échappe en Indonésie, mais voilà, je suis... tranquillement, je continue mon bonhomme de chemin et j'arrêterai pas parce que c'est là où je me complais, en fait, c'est ma vie, quoi. Votre vie, c'est le voyage, c'est une sorte de nomadisme, quoi. Ouais, j'ai besoin de ça. C'est besoin de partir, d'aller à la rencontre des autres. Ouais. J'ai une dernière question à vous poser, Mathieu. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Aller à l'autre bout du monde à la rencontre des gens ou être invité sur un plateau de télévision ? Je dirais que c'est plus facile de voyager. C'est plus facile de partir. D'accord. C'était un plaisir en tout cas. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Je vous conseille une chose, c'est de voir le site internet de Mathieu, mathieudenain.com, où vous avez toutes les photos. Et d'ailleurs, vous pouvez les acheter. Je crois qu'on peut acheter certaines de vos photos. Elles sont en vente depuis peu, oui. Exactement. Et il y a vous avez toutes les informations sur ce joli site. On n'a pas parlé de la qualité des photos, mais vous verrez, les photos sont très colorées. Il y a beaucoup de visages, il y a beaucoup d'humains.
C'est vraiment très joli. En tout cas, merci. Bon vent. Enfin, j'espère qu'on se reverra très vite. Vous savez que le plateau, vous êtes pas hostile et ouvert. Laurent et Aurélie, on se voit très très vite. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et un très bon week-end.